Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiantes, chers étudiants, c'est un jour particulièrement faste pour Sciences Po aujourd'hui, puisque nous avons la chance de vous recevoir, Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre établissement. Cette journée, vous le savez, a été marquée par la visite d'un autre chef de gouvernement dans nos murs, Madame Jacinda Ardern, qui nous a parlé de son pays, de la Nouvelle-Zélande, il y a quelques instants. Il est rare que nous recevions le même jour dans cette maison deux chefs de gouvernement de deux pays qui, de surcroît, ont le même chef d'État, en l'occurrence la reine d'Angleterre. Bienvenue à Sciences Po. Vous savez, je crois que les liens de notre maison avec votre pays sont anciens et sont étroits. Ils se traduisent de mille manières. Ils remontent aux origines de notre maison. Ils ont trouvé à se renforcer tout au long du XXe siècle. Il se trouve que cet établissement a eu l'honneur d'accueillir en son sein, en 1946, votre père, Pierre-Elliott Trudeau. Je dois la vérité de dire que son dossier scolaire chez nous est extrêmement mince, ce qui donne à penser qu'il n'a pas passé beaucoup de temps sur les bancs de notre école. Mais en tout cas, il a été dûment inscrit dans cette maison. Sciences Po aujourd'hui entretient quelques 16 partenariats universitaires avec les plus grandes institutions universitaires de votre pays. Nous avons la chance de compter au sein de Sciences Po aujourd'hui quelques 223 étudiantes et étudiants canadiens. J'espère d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns dans cette salle ce soir qui pourraient se manifester. Nous avons même cru comprendre, d'après ce que nous ont dit les services de l'ambassade du Canada en France, que nous sommes l'institution qui accueille le plus de Canadiens en programme diplômant en France aujourd'hui, un honneur dont nous nous targuons avec beaucoup de plaisir. J'ajoute que nous avons des liens tout particuliers avec l'une de vos deux alma mater, Monsieur le Premier ministre, l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, avec laquelle nous avons bâti un programme très original de double diplôme de bachelor. Je crois que nous sommes là aussi les seuls dans ce cas et nous nous en honorons beaucoup. L'attraction entre Sciences Po et le Canada est du reste mutuelle puisque nos étudiants sont très nombreux à souhaiter aller étudier au Canada. Ils sont même plus nombreux que le nombre de places que nous pouvons leur proposer pour les échanges universitaires et je crois pouvoir dire qu'ils reviennent tous amoureux de votre pays. L'étroitesse des liens qui se sont ainsi bâtis au fil du temps entre Canada et Sciences Po doivent peut-être un peu à des valeurs que nous avons en partage, des caractéristiques qui nous sont communes. Le Canada, comme Sciences Po, est un pays qui aime la complexité. Ni son histoire, ni son identité ne se satisfont de réponses simples. Et comme nous-mêmes, comme nos étudiants, vous êtes intimement persuadés qu'il faut développer une pensée complexe pour saisir la réalité dans toute sa diversité et pour trouver des solutions aussi pertinentes que possible aux problèmes auxquels les individus, les universités ou les États sont confrontés. Comme le Canada, Sciences Po s'honore d'être une maison ouverte qui se nourrit de la richesse de ses membres. Diversité sociale, diversité géographique ou linguistique sont autant d'atouts essentiels pour progresser ensemble en observant l'altérité et en se nourrissant de l'altérité. De cette diversité naît, je crois, aussi notre goût commun pour la justice, notre conviction que le progrès doit être notre horizon de pensée comme action. J'observe que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, membre du mouvement He for She de l'ONU Femmes en tant que thematic champion, comme Sciences Po, et du reste comme une université canadienne, l'université de Waterloo, et qu'à ce titre, nous nous battons tous pour agir chaque jour auprès de la jeunesse, auprès des femmes et des hommes de notre pays, pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et pour construire, en s'appuyant sur les générations de demain, un monde meilleur. J'ajouterai enfin, Monsieur le Premier ministre, que dans tous les moments où vous vous exprimez publiquement, vous marquez avec un soin et une insistance particuliers l'importance que vous attachez à la jeunesse, dans toutes ses composantes et dans tous ses talents. Nous avons coutume de dire ici à nos étudiantes et à nos étudiants qu'ils sont les leaders du monde de demain. Vous vous appliquez à rappeler aux jeunes de votre pays comme du reste du monde qu'ils ont vocation à être les leaders d'aujourd'hui, qu'il leur appartient de changer ce monde dès à présent pour le bien de l'ensemble de notre planète. Voilà quelques-unes des raisons, et elles sont nombreuses, pour lesquelles nous nous honorons de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment de nous accorder quelques instants de votre précieux temps de visite dans notre pays. Merci aux équipes de Sciences Po qui ont rendu possible cette visite. Merci à Annick Cogent qui a accepté de se faire la modératrice de vos échanges avec la salle. Le micro est à vous. Très bonne conférence.
Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être ici. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à l'École de Sciences Po. Et effectivement, je pense à mon père qui était ici il y a un peu plus que 70 ans, en 1946, 47, 48, là-dedans quelque part. C'est pas très clair, effectivement, parce que il a passé une très belle année à Paris. Il a étudié à Sciences Po, mais il a quitté sans diplôme, sans grand-chose pour prouver qu'il était effectivement ici. Mais je sais que son année ici à Paris l'avait marqué toute sa vie. Il en parlait avec grande fierté chaque fois qu'on revenait avec un mauvais bulletin. Il disait « Ah non, tu n'iras jamais à Harvard comme moi ou à la Sorbonne, à Sciences Po comme moi. » On va arrêter les confidences personnelles à ce niveau-là. Mais ça m'a fait penser un petit peu au monde qui se construisait il y a 70 ans. On avait en Europe et un peu partout une division entre des pays qui avaient choisi la démocratie et des pays qui avaient choisi une voie beaucoup plus autoritaire. Et il y avait des arguments très clairs de chaque bord que chaque participant faisait, mais on a vu avec la chute du mur de Berlin que c'était la démocratie qui gagnait. Et on décidait que la démocratie, c'était un modèle efficace, idéal, stable, qui allait créer de la prospérité pour tout le monde, de la croissance économique qui allait nous libérer. Et c'était une belle vision pendant un bout de temps. On est en train de vivre pendant ces moments-ci, pendant ces années-ci, peut-être pas un déclin carrément, mais au moins une menace à la démocratie. Oui, il y a des pays qui sont en train de faire du recul. On pense au Venezuela, par exemple, ou d'autres pays où il y a eu jadis des démocraties qui sont maintenant rendues un peu plus autoritaires. Mais même dans tous nos pays, qui sont des démocraties solides, on voit des tendances ou bien autoritaires qui s'annoncent, ou bien populistes, ou bien très nationalistes, ou polarisantes, qui sont de plus en plus attrayants comme mouvement politique, même si ils nous amènent des fois dans des directions un peu antidémocratiques. Et cette réflexion est essentielle pour nous de voir, de la regarder, d'essayer de comprendre pourquoi est-on en train d'assister à ce déclin. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'anxiété que les gens ressentent. Il y a toujours eu de l'anxiété dans le monde, mais on est dans un moment de transition un petit peu. On est dans un moment où les technologies, la communication, l'Internet, les pressions qu'on est en train de vivre d'un monde de plus en plus rempli de gens qui se croisent de plus en plus souvent sur une planète mondialisée, il y a des anxiétés. Des anxiétés que peut-être pour la première fois, la génération future, la prochaine génération n'aura pas les mêmes genres d'opportunités ou avantages que la génération précédente. Et ça, c'est une contradiction à ce qu'on a vécu pendant longtemps, où chaque génération travaillait fort et créait un monde meilleur pour la prochaine génération, que chaque prochaine génération allait réussir mieux que leurs parents. Or, maintenant, les gens sont en train de questionner, est-ce que ça tient encore? Est-ce qu'on arrive à la fin du progrès? Les gens ont de moins en moins confiance dans leurs institutions, souvent. Il y a énormément de cynisme. Les gens se demandent si, dans un monde où on voit aux nouvelles à chaque soir des attentats terroristes partout dans le monde, ou des fléaux, des cataclysmes, des conflits, si nos institutions démocratiques, si nos États peuvent nous garder en sécurité. Il y a une incertitude, il y a une anxiété. Et cette anxiété,
devient matière pour des partis politiques à exploiter. On mise sur la politique de division. L'extrême droite mise sur la peur. L'extrême gauche mise sur la colère. On amène un nationalisme renouvelé qui veut bâtir des frontières plus épaisses, plus rigides, qui doute des bénéfices du commerce international, qui questionne la capacité des gouvernements de s'occuper du long terme. Et dans des moments d'anxiété, d'insécurité, des discours autoritaires, des discours qui blâment facilement l'autre, peuvent être très attrayants. Nous devons réfléchir à quel genre de monde on est en train de construire, quels exemples nous sommes en train de donner pour les générations futures, mais surtout, nous devons reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, on n'a connu que de la démocratie, et peut-être qu'on le prend pour acquis. Au contraire, il faut constamment la réinventer, cette démocratie. Il faut se battre pour essayer de voir comment on peut améliorer le statu quo. On ne peut jamais tout simplement l'accepter. Il y a 100 ans, et dans 2 jours, je serai à Londres avec le maire de Londres et avec Jacinda Ardern, la première ministre qui était ici, pour célébrer un peu 100 ans depuis que les femmes ont eu le droit de vote. Et pour moi, il faut qu'on se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir comme prochain défi dans notre démocratie? Où est-ce que le statu quo n'est pas en train de livrer assez de justice ou d'opportunité ou de réflexion sur ce que l'avenir va amener? C'est pour ça que je ne dis jamais que vous êtes des leaders de demain. Vous êtes déjà des leaders aujourd'hui qui doivent réfléchir en tant que citoyens, en tant qu'individus, à comment vous pouvez avoir un impact positif et solide dans le monde d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde les structures que nous avons, il faut reconnaître que souvent, ils n'ont pas fonctionné. On sait que, par exemple, le commerce international a livré de la croissance pour nos économies, pour nos banques, pour les multinationales. Mais souvent, les accords commerciaux n'ont pas livré pour les citoyens, pour les travailleurs, pour les gens qui se souciaient de l'environnement. Et ça fait partie du fait que les gens se lèvent contre la mondialisation. But that idea of standing up against globalization too often comes without opportunities to replace it with anything else. There's a desire to break down systems that exist instead of pushing through to invent or reflect on a new one. Puis ça, on peut toujours se mettre au défi de vouloir changer les choses, mais il faut aussi réfléchir à quoi on va les changer. Et nous, au Canada, on a eu, comme on a eu partout dans le monde ces dernières années, des élections où il y a eu des contestations entre des visions de l'avenir qui rassemblaient. Nous, on voulait rassembler les gens, les autres voulaient souvent chercher à miser sur les divisions. Les divisions, c'est facile de se faire élire des fois. C'est plus difficile de faire un argument pour que de faire un argument contre. Mais nous, on a fait le pari du pour. Et on a essayé de démontrer qu'on pouvait signer des accords de commerce à l'international comme CETA, comme l'ALENA, comme CPTPP, comme d'autres, qui allaient réfléchir à c'est quoi du commerce progressiste qui reflète les besoins des travailleurs, qui reflète les préoccupations et ces anxiétés que les gens ont. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire un argument qui fait arrimer l'environnement et l'économie plutôt que de dire « Ah non, il faut protéger l'environnement » ou bien « Oh, il faut faire croître l'économie ». Non, quand on veut démontrer qu'on peut faire les deux ensemble, c'est plus difficile.
Quand on veut signer des traités de libre-échange tout en protégeant le droit des travailleurs, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des peuples autochtones, c'est toujours plus difficile. Mais pour moi, la façon qu'on essaie de répondre à ces anxiétés de façon concrète et réfléchie est essentielle à la défense de nos institutions et de notre démocratie comme telle. Parce que si les gens n'ont plus confiance dans leurs institutions, dans leur gouvernement, dans leurs représentants, de pouvoir les aider à créer des opportunités pour eux-mêmes, pour leurs enfants, on va voir de plus en plus de gens qui vont dire « OK, je suis correct si je vis dans une société un peu moins libre, mais je serai en sécurité. Ma famille sera en sécurité. » Mais on sait que c'est un faux échange, que les sociétés autoritaires qui limitent les droits, qui imitent la liberté d'expression, la liberté de la presse, finissent toujours par brimer les droits fondamentaux, souvent des citoyens les plus vulnérables, et ça continue. Mais il y a une tentation dans le monde ces jours-ci, à cause de cette anxiété. Alors notre responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que gouvernement choisi par ces citoyens, c'est de trouver des moyens de rassembler, de reconnaître qu'une diversité d'opinions, une diversité d'origines, de perspectives, ça crée de la résilience dans une société et non de la faiblesse. Les sociétés plus diverses peuvent se trouver plus forts à cause de cette diversité. Le Canada en est un exemple, la France en est souvent un exemple, le Myanmar est un contre-exemple. C'est une société qui a décidé de miser sur l'exclusion. Et ce qui se passe avec les Rohingyas au Myanmar est désolant et à condamner pour nous dans le monde. Mais au Myanmar, ça ne soulève pas la désapprobation, la tollée. C'est même une politique qui peut être vue comme étant populaire parmi un grand nombre de la population. Alors, il faut qu'on comprenne que la façon qu'on va se rassembler, la façon qu'on va bâtir ensemble un monde meilleur, c'est toujours en s'écoutant, en comprenant les peurs, les anxiétés et en essayant de trouver les moyens ensemble de les réduire. Et votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'étudiant privilégié d'être dans cette institution qui a formé tant de leaders politiques dans notre monde, c'est de réfléchir activement à pas juste ce qui s'est passé dans le passé et les erreurs du passé, mais de réfléchir au monde que nous sommes en train de construire ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé de travailler avec les jeunes en politique. J'ai été enseignant, ensuite j'ai été porte-parole pour la jeunesse et maintenant, en tant que premier ministre, je suis aussi ministre de la jeunesse au Canada. Mais ce n'est pas juste parce que, pour moi, les jeunes sont source de vote progressiste, bien sûr que ça l'est souvent, mais c'est aussi parce que d'impliquer les jeunes en politique change la politique. Pour vous, le changement, c'est tout ce que vous connaissez. De l'école primaire au secondaire, au collège, à l'université, de vivre avec la famille, de vivre en résidence, de vivre tout seul, de commencer une famille. Vos vies sont pleines de bouleversements, de changements. Et si on applique ça à notre société, cette aise que vous avez avec des changements, avec des chambardements de votre vie, bien, c'est essentiel. We're in a time of change right now. We're in a time where the old ways don't necessarily work, and the people who gained power under the status quo are trying to defend the status quo. Well, where do we get those fresh ideas? Where do we get that fresh dynamism? We get it from young people. Des jeunes qui prennent leur place dans le discours public,
qui, oui, vont manifester, vont exprimer leur désaccord avec des idées, mais qui vont aussi proposer des solutions et s'organiser pour bâtir de nouvelles institutions. Pour moi, la défense de ce que nous avons, cette démocratie, cette idée de liberté, d'égalité, d'opportunité, tout ça, ça passe par des gens qui en sont conscients, sont prêts à le défendre, oui, mais aussi qui sont prêts à le réinventer pour un monde meilleur, pour un monde nouveau, pour un monde numérique, un monde où on prend pour acquis que les femmes ont le droit de vote, qu'on ne devrait pas se faire juger sur la couleur de notre peau ou notre religion ou notre origine. Il y a énormément de progrès qu'on a fait, mais il faut savoir bâtir sur ce progrès pour créer des institutions à l'image de nos espoirs. Il ne faut pas avoir peur de mettre au défi nos leaders, nos institutions. Il ne faut pas avoir peur de vouloir les remplacer par ce qu'il y a de mieux. Mais il ne faut pas avoir peur de faire le travail pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui devrait fonctionner. Alors, moi, quand je vous vois, et quand j'ai surtout l'opportunité d'échanger avec vous et répondre à quelques questions, partager mes réflexions tout en entendant les vôtres, moi, ça m'inspire. Moi, ça me rassure qu'on ait des questions difficiles, qu'on ait des défis profonds sur comment on va bâtir un monde meilleur. Pour moi, c'est des conversations, pas juste ici dans une école à Sciences Po, mais dans la cour, chez vous, dans vos lieux de travail. C'est des conversations que tous les citoyens doivent avoir et vous autres, vous êtes ici, vous êtes privilégiés de pouvoir avoir des acquis, une capacité de réfléchir à tout ça. Mais il faut que vous rassembliez tous ceux qui n'ont pas la chance d'être ici. Il faut que vous les écoutiez aussi. Il faut que vous les impliquiez dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est seulement en donnant cette capacité à tous les citoyens de participer à créer ce monde à tous les jours dans lequel on vit qu'on va pouvoir protéger la démocratie et les principes qui y sont si essentiels. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre et de prendre vos questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que c'est l'autre? Celui-là? Vous croyez que c'est celui-là? Oui, ça y est. Je pensais qu'on allait être combien? Que ça résonne. Voilà, très bien. Monsieur le Premier ministre, vous venez de soulever des thèmes qui devraient réellement interpeller les étudiants de Sciences Po, parce que vous avez parlé des risques pour notre démocratie, montée des nationalismes et des anxiétés, moments de transition difficiles. On avait davantage d'habitude, je dirais, de vos messages d'espoir. Alors même si vous avez fini par une note positive et l'envie, la nécessité que l'on trouve tous des terrains d'entente. Là, je fais allusion au titre de votre livre, mais je sais que c'est votre obsession réellement, trouver entre tout le monde des terrains d'entente. Eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Et si j'en juge, d'après ce qu'on m'a dit, la rapidité avec laquelle les étudiants de Sciences Po se sont inscrits, on m'a dit 3 minutes. Dès que la possibilité de s'inscrire pour cette séance a été ouverte, eh bien, je crois que les questions vont se succéder rapidement. Alors, je vais très, très vite. C'est la possibilité, et quelle chance, c'est vrai, d'avoir un dialogue cool, je crois que c'est votre marque de fabrique, je le dis en français, un dialogue spontané, rien n'a été préparé bien sûr, et vous prendrez vous-même, vous indiquerez vous-même les questions dans la salle. Il y a des gens, je crois, des jeunes gens en rouge qui passeront très rapidement le micro. Vous êtes rompus à l'exercice, j'ai vu plusieurs vidéos, on vous voit arpenter des scènes, mais on vous voit souvent dans l'arène, presque sur un ring. Je ne fais pas allusion au combat de boxe là, mais on vous voit régulièrement entouré d'assemblées de citoyens dans les town halls, etc. au Canada, dans les universités. Et en général, effectivement, vous avez toujours les manches retroussées et vous êtes prêt à aller directement répondre aux gens. Je trouve ça formidable. Et
puis, c'est vrai, vous avez mentionné, alors ça m'a sidéré parce que quelqu'un me l'a mentionné tout à l'heure, qu'en plus d'être Premier ministre, vous avez choisi d'être ministre des Jeunes. Ça, c'est très étonnant quand même. Alors, vous avez ça signifiait quoi? C'était simplement pour le plaisir, pour le symbole, ou est-ce que objectivement, c'est une vraie part de votre travail de Premier ministre? Ben, on voyait au Canada depuis plusieurs années, comme d'ailleurs dans le monde, un déclin dans le pourcentage des jeunes qui votaient. Et les gens parlaient de toutes sortes de solutions, disaient il faudrait baisser l'âge du vote de 18 à 16 ans, ou bien il faudrait rendre le vote obligatoire pour que tout le monde sorte voter. Mais moi, d'avoir eu la chance en tant d'abord d'enseignant, mais ensuite en tant qu'activiste sur l'environnement, sur la jeunesse, l'éducation, des programmes de services jeunesse sur lesquels j'ai travaillé avant de venir en politique, j'avais vu que c'était pas vrai que les jeunes n'étaient pas intéressés par les grands discours de société, les grandes questions, les grands débats auxquels on assistait. Qu'est-ce qui manquait alors? Ben, ils étaient souvent cyniques par rapport à la politique, mais s'ils étaient cyniques et des fois pathétiques, c'était pas parce qu'ils se foutaient de la politique ou du monde, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas faire de différence en politique et que de voter, ça allait pas amener à grand-chose et surtout, s'ils voulaient faire une différence, il fallait s'impliquer avec une cause environnementale, il fallait s'impliquer dans un ONG pour contrer la pauvreté. Il y avait différentes façons d'avoir un impact dans le monde et les jeunes le voulaient. Alors moi, il a fallu qu'on essaye d'amener une conversation où les jeunes se sentaient interpellés. Ça ne voulait pas juste dire de parler de frais de scolarité et d'enjeux pour les jeunes. Ça voulait parler d'environnement, de numérisation, d'emploi de l'avenir, les préoccupations que les jeunes ont. Il fallait amener cette conversation-là. Et une des choses que j'ai faites quand je suis devenu premier ministre, c'est que j'ai mis sur pied un conseil jeunesse du premier ministre où j'ai une vingtaine de jeunes d'à travers le pays avec qui je me rencontre à tous les 2-3 mois, qui ont un secrétariat à l'intérieur du bureau du premier ministre pour les aider à réfléchir à des grands enjeux. Ils sont en train de développer une politique jeunesse pour le Canada et ce que ça veut dire, c'est eux qui vont le définir. Donc pour moi, d'impliquer les jeunes, d'entendre leur voix, de leur donner la chance de s'exprimer et de façonner notre société dès aujourd'hui, c'est un outil essentiel pour faire les bonnes choses. Parce qu'un adulte, quand il pense au long terme, il se dit que c'est l'extension du court terme. Si je mets 8 % de mon salaire à côté à chaque année, dans 20 ans, je vais pouvoir me retirer ou je ne sais pas trop quoi. Mais un jeune est prêt à regarder le long terme comme étant un saut ou quelque chose de complètement différent que le court terme. Et cette capacité, j'en ai parlé tout à l'heure, d'être ouvert au changement, elle est essentielle dans une société, dans un gouvernement qui veut vraiment s'assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Ah bien alors, on va voir immédiatement quels sont les sujets de préoccupation des jeunes. Il y a plusieurs mains déjà qui se lancent. Quelques règles, je vous dis quelques règles avant. D'abord, vous vous présentez en une phrase. Nom, âge, études actuelles et d'où vous venez. C'est important de savoir qui parle d'où. Voilà. Deuxièmement, des questions courtes, s'il vous plaît, pas des dissertations en 3 points comme à Sciences Po, phrase très courte. Vous pouvez parler en français et en anglais, et puis on prendrait, c'est vrai que souvent, ici à Sciences Po, je crois qu'on prend souvent 3 questions en même temps, mais le Premier ministre, je crois que vous avez envie de répondre à chacune des questions, donc ce sera une par une, mais il faut qu'on aille assez vite. On va en prendre plus si on a 3 en même temps, et je vais prendre les notes. Alors, j'ai une d'accord. feuille, là, alors peut-être on essaie d'en faire ça. Bon, il y en a au premier rang, où est le micro tout de suite? Monsieur le Premier ministre, vous choisissez Bonjour. une dame en rouge aux couleurs de Sciences Po. Bonjour, oui. Julie Maranger, étudiante en master de politique publique à Sciences Po, 23 ans. Merci beaucoup pour votre intervention. Pardon? Vous venez de... Je suis française. D'accord. Monsieur le directeur de Sciences Po vous a présenté en disant que vous faisiez partie du mouvement E4She. Merci beaucoup de cette initiative. Donc, est-ce que vous vous considérez féministe et pourquoi? Merci. Ah, monsieur le Premier ministre, un sujet de prédilection. Oui, quelle chance. Ah oui, bon, alors on rebondit tout de suite. Une autre jeune femme, votre nom, vos études et
votre pays, peut-être D'accord. d'origine. Donc, merci beaucoup. Hi, my name is Garima. I am Canadian. I go to McGill University, but I'm on exchange here at Sciences Po. I wanted to ask you, Mr. Prime Minister, you spoke about globalization and about trade, and I wanted to ask about the intersection between trade and gender. What has Canada done in terms of intersecting free trade with female empowerment, and I wanted to ask if you could speak a bit more about gender in Canada's bilateral and multilateral free trade agreements. Thank you. Et une troisième personne juste à côté, voilà. Troisième jeune femme. Merci beaucoup. Je m'appelle Elisabeth Tudor-Bézier. I am half Canadian, half French, so I'm very happy to see you in one of my many countries. And you prefer to speak in English? Yes, apparently. if that's okay. Sorry, That's I forgot okay. to mention that. Thank you so much for speaking with us today. I think it's really constructive, especially for Canadians who can't manage to attend your town halls back home. So my question for you is that you're a big advocate for feminism, which I really applaud, and the Me Too movement, and for Indigenous rights, as you mentioned in the UN General Assembly. However, my question is about how are you promoting the rights of Indigenous females, and what are you doing to help the murdered and missing Indigenous women and girls? Thank you. Très bien. On s'arrête. 3 questions, c'est parfait. Monsieur le Premier ministre, qu'en dites-vous? Rassemblés sur un thème. Oui, je suis féministe et je suis très fier d'être féministe. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'université, à McGill d'ailleurs, je me souviens d'avoir eu une conversation avec une amie qui insistait que des garçons, ça ne pouvait pas être féministe. C'était un débat qu'on a eu, mais c'était quelque chose que les femmes avaient. Et j'ai hésité longtemps d'utiliser le mot féministe, mais je me suis rendu compte au fil des années et dans mes conversations que pour être féministe, pour moi, il faut juste reconnaître que les femmes et les hommes devraient être égaux et que il y a encore beaucoup de travail à faire. Si tu es d'accord avec ces deux choses-là, tu peux te dire féministe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce travail? C'est une bonne question à ce niveau-là. On vient d'avancer un budget en 2018 pour le pays qui était ancré dans l'idée que la croissance économique va venir si on a plus d'égalité, si on a plus d'opportunités pour les femmes de réussir, on va créer de la croissance. D'ailleurs, 2/3 de la croissance économique de notre PIB depuis 20 ou 30 ans est due à l'arrivée des femmes dans nos milieux de travail. Donc déjà, c'est positif. Il va falloir qu'on ferme qu'on resserre les divergences entre les réussites des hommes et des femmes. Pour ça, on est en train de mettre d'avant une politique sur l'équité salariale qui va être extrêmement forte. On est en train d'aider à créer plus d'espace en garderie. On est en train d'investir à ce niveau-là. Mais du côté de l'international, je trouve que c'est une question très importante. On vient juste de signer une modernisation de notre accord de libre-échange de longue date avec le Chili. Et c'est la première fois qu'un pays du G7 signe un accord de libre-échange qui a de façon explicite un chapitre sur l'égalité homme-femme. It has a gender chapter in that trade agreement. And that's something that we've been pushing on more and more over the past years as we've looked at the CPTPP, as we're looking to renegotiate NAFTA. We're bringing forward these issues not because we're trying to be more ethical or moral or modern or progressist. It's because we know that when you involve women in the success we're creating, you create better success, first of all, for more people, but the kind of solutions that women on boards, that women in governance, that women entrepreneurs actually put forward tend to be better, longer lasting, more focused on society's success. So those are really important. In Canada, our Indigenous peoples are particularly vulnerable to a broad range of things, including over the past number of decades, there have been a huge number of Indigenous women and girls who have gone missing, murdered or disappeared, and our system, whether it's police or judicial system or public opinion or media,
has not seen it as the crisis that it actually is. And we have had to, over the past couple of years, make large strides on reconciliation with Indigenous peoples. It's a long path, but it does involve respecting fundamental rights. It also has involved putting together a national public inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls that is focused on getting healing for the families, justice for the victims, and mostly putting an end to this ongoing national tragedy. Mais c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui est en train de réussir, mais de façon c'est tough, on est en train de travailler avec eux, mais ça s'en vient dans la bonne direction. Très bien, on va continuer plutôt par 3 autres personnes. Allez, mademoiselle, tout de suite au 2e rang, voilà. Et après, on prendra aussi des jeunes gens, mais je vois que c'est essentiellement des bras de filles qui se lèvent, non? Non. Allez-y, mademoiselle. Hi, my name is Leah Lee. I'm a student in the UBC dual degree program with Sciences Po. And I have a 2-part question recently. Where are you from? I'm from Canada, Vancouver. Recently in Canada, there's been a little bit of controversy regarding the Kinder Morgan pipelines. I do have a 2-part question. I'll do in both French and English. Comment mesurez-vous les avantages du développement économique et puis les désavantages des risques environnementaux quand vous considérez l'expansion du Kinder Morgan pipelines? And second part is, how do you plan on moving forward with the discussions differently to negotiate effectively but also fairly with provincial governments and Indigenous communities? Très bonne question. Okay, je vais en prendre On en prend 2 autres tout de suite. Mademoiselle, 4e rang. Hi, I'm from India, and it's a pleasure that you're here. So, in light of your recent visit to India, and from my understanding of foreign policy and bilateral alignments, so I think that when countries align bilaterally or try to build relations, they also have to align they have to share certain fundamental values. So, given the recent events in India with respect to women insecurity, did you and Modi perhaps have any kind of discussion about the security and the upliftment of women in the Indian society? Because your trip overall was quite ambiguous, the objective of it. So I'd like you to probably clarify on that. Thank you. Okay, and the third one, 3e question, peut-être monsieur en chemise bleue. Oui, on y va. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Tariq Arubal, je suis un réfugié afghan depuis 3 ans en France. Ouais. Ma question, c'est, vous avez tout à l'heure évoqué la division de société sur l'apport, la colère. Comme on voit que l'extrême droite joue sur l'apport et bien sûr c'est la question de migration et des réfugiés. Est-ce que ça fait partie de vos discussions avec vos partenaires et vos alliés sur la question de l'accueil de réfugiés, vu que le Canada est un exemple de multiculturalisme? Très bonne question, merci beaucoup. On arrête là. Monsieur le Premier ministre, ça avait déjà 3 sujets un peu différents cette fois. Tout à fait. D'abord, il y a beaucoup de gens en politique qui poussent un choix à faire entre ce qui est bon pour l'environnement ou ce qui est bon pour l'économie. On voit des gens de droite dire « Oui, ce serait bien de s'occuper de l'environnement, mais d'abord, il faut faire croître l'économie. » Et il y a des gens de gauche qui disent « Ah, écoute, parlez-moi pas des emplois, il faut protéger l'environnement. » Mais pour moi et pour beaucoup de Canadiens, j'ose espérer beaucoup de gens autour du monde, la façon de s'avancer, c'est pas de faire un choix entre l'économie et l'environnement, c'est de comprendre qu'il faut s'occuper des deux en même temps. Et de même, si on ne s'occupe pas des deux en même temps, si on ne s'occupe pas de l'un, on ne peut pas avoir l'autre. Alors, c'est toujours une compréhension que oui, il faut créer des emplois, il faut développer de la prospérité pour tous nos citoyens, mais il faut le faire de façon à protéger la planète pour des générations futures. Et donc, nous, on reconnaît au Canada que oui, on a des ressources pétrolières et notre monde va fonctionner sur le pétrole pendant encore au moins quelques années, mais nous nous devons de s'assurer qu'on est en train de préparer, d'investir dans la période de transition pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour éliminer notre dépendance sur le pétrole dans la mesure du possible. Alors, on a mis à l'avant un plan
qui comprend des éléments pour l'environnement, comme la protection de nos océans, comme la tarification du carbone à travers le pays. On a un plan de tarification nationale qui va commencer le 1er janvier de cette année, de l'année prochaine, et aussi qui amène une limite absolue des émissions de gaz à effet de serre dans notre province qui produit le pétrole, l'Alberta. Alors, on a une limite absolue aux émissions que peuvent produire notre industrie de gaz et pétrole. En même temps, on est en train d'éliminer les centrales au charbon au Canada complètement. Alors, on a fait énormément de choses qui s'en vont dans la bonne direction sur l'environnement, mais en échange de pouvoir faire ça, on sait que pendant qu'on a la transition, on va dépendre encore du pétrole et donc on se doit de transporter ce pétrole de façon responsable. Or, les trains, les camions, ce n'est pas un moyen très sécuritaire de transporter du pétrole. On a pris la décision de doubler un oléoduc existant entre l'Alberta et la côte britannique, le Trans Mountain Expansion Pipeline. Et on va pouvoir, parce qu'on est en train de protéger l'océan, parce qu'on est en train d'avancer pour atteindre nos cibles de Paris, on va pouvoir développer de nouveaux marchés pour nos ressources, tout en ayant un plan très ambitieux qui va atteindre nos cibles de réduction. Or, il y a des gens plus de droite dans notre pays qui haïssent l'idée qu'on va imposer un prix sur le carbone à travers le pays. On est en train de faire un prix sur le carbone à travers le pays qu'on impose du fédéral. Il y a des gens de droite qui haïssent ça, qui disent que ça va nous ruiner. Il y a des gens plutôt de gauche qui aiment bien, mais les gens de droite aiment bien le fait qu'on est en train de faire un pipeline. Les gens de gauche, et je suis très simpliste dans droite et gauche, mais vous comprenez ce que je veux dire, disent plutôt on aime beaucoup le plan de tarification du carbone et la réduction des gaz à effet de serre, mais on ne pense pas qu'on devrait être en train de bâtir le pipeline. Mais pour moi, et je pense pour la plupart des Canadiens, les gens comprennent qu'il faut faire des compromis pour avancer et on peut, avec cette situation-là, et protéger l'environnement pour le long terme et atteindre nos cibles de Paris, tout en assurant, dans le court et moyen terme, les emplois qui sont associés pour bien des familles qui travaillent dans l'industrie pétrolière, qui est en train d'être encouragée d'être plus responsable, de moins émettre de gaz à effet de serre et d'être moins énergivore. Donc, c'est l'équilibre qu'on est en train de faire et qu'on va continuer de faire. In regards to India, when I was there a few weeks ago, we had a roundtable with women entrepreneurs where we talked directly about some of the very real barriers to women's success in India. I mean, I think one of the stats I heard was that women's participation in the workforce is only about 26%, which is some of the lowest in the world. There is a real challenge around that. So we're certainly looking with India, which, Canada and India are the two biggest democracies in the world, one by population, one by geography. So there's reasons for us to work together. And we're absolutely doing that. I think there's a lot that we do around pluralism that would benefit India to do as well. I think there's still a certain amount of working through some of the divisiveness in their politics. But in general, we're very, very pleased to be working with India, creating investments in both of our countries, creating good jobs in both of our countries, and working together on issues that we care about, like better opportunities for women and girls, is something I think we can all get behind. Et finalement, la question sur les réfugiés. Le Canada n'est pas un endroit magique. C'est pas qu'on n'a pas les mêmes débats qu'ailleurs dans le monde. Sur les réfugiés, sur la peur, c'est qu'on a pu faire un choix parce qu'on a vu au fil des années à quel point d'amener des gens d'ailleurs de façon généreuse mais rigoureusement
appliqué, notre système d'immigration, c'est un positif pour notre pays. On crée des communautés plus fortes, plus résilientes. On crée des opportunités d'emploi pour tout le monde. On crée de la croissance économique. On crée une ouverture sur le monde qui est à notre avantage. Une des raisons pourquoi l'Université de Waterloo est l'endroit de recrutement numéro 1 pour la vallée du Silicon aux États-Unis, c'est que justement, il y a une diversité extraordinaire d'origines, de background d'étudiants de partout dans le monde qui ont une excellente éducation là. Donc, de reconnaître que la diversité est source de force et qu'on doit appliquer un système généreux, ouvert, mais rigoureux pour accepter des gens et pour les aider à s'intégrer, ça a toujours été une réussite au Canada et on va continuer de le faire. Mais une des raisons pourquoi ça fonctionne au Canada, je pense que c'est lié au fait que dès les origines du Canada, il a fallu reconnaître que anglais, français, qui sont les deux peuples fondateurs du Canada, avec évidemment l'apport inestimable des peuples autochtones qui nous ont aidés à vivre nos premiers hivers extrêmement rudes, il fallait accepter dès le début qu'un francophone québécois catholique en général était tout aussi canadien que that Toronto Englishman, God Save the Queen, who yes, is our head of state, but we call her the Queen of Canada, and Jacinda Ardern calls her the Queen of New Zealand. So it's, yes, she's our head of state, but she has different titles wherever she is in the world. I don't mean to correct a Sciences Po professor, but it's not exactly the same. It's the same person, it's just not the same head of state. So we have had an openness to refugees and to immigrants that has worked, but that needs to be carefully minded and protected and demonstrated that it works every step. And that's why we've been able to continue to be open and welcoming, because Canadians still have confidence both in our system and that bringing in people is good for our communities, good for our growth. Combien de réfugiés syriens, d'ailleurs, avez-vous accueillis au Canada? Au cours de Vous aviez annoncé plus de 25 000. Oui, au cours de 2015 et 2016, on en a accueilli un peu plus que 40 000. Wow. Mais c'est pas grâce nécessairement au gouvernement, c'est grâce aux citoyens, aux groupes civils, aux villes, aux provinces qui ont décidé d'accueillir des gens pour les aider, vraie pour mobilisation les appuyer. Populaire. C'est ça. Et on continue. On accepte presque 1% de notre population en immigrant chaque année. En effet. D'autres questions? Alors, allez un petit peu plus loin, monsieur. Une jeune femme, juste à côté de vous. Oui, très bien. Et puis après, on ira vers un monsieur derrière. Bonjour, Monsieur le Premier. Oh. Oui, allez-y. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Kate et je suis étudiante à Sciences Po en master et je suis originaire de Toronto. Vous avez évoqué au début de votre discours comment chaque génération pouvait grandir optimiste, sachant qu'elle avait plus de chances et plus de possibilités que la précédente. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, d'où la politique de division dont vous avez parlé. Ma question est donc, que faites-vous pour que la politique de division ne devienne pas un problème pour notre pays dans 5 ou dans 10 ans? Merci. Merci. Derrière vous, monsieur, et on prendra ensuite des questions au balcon. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, on ne vous oublie pas. Juste à côté, monsieur, allez-y. Bonjour, monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Christian, j'ai 21 ans, je viens du Mexique, je suis un étudiant de change. Et bon, mon question est, il y a beaucoup de personnes qui ont encore des idées discriminatoires sur genre, sur couleur de peau, etc., à cause de leur formation personnelle ou de la culture particulière des endroits où ils habitent. Et quand ils contactent une société progressiste qui lutte contre la discrimination, ils sont quelquefois discriminés par leurs idées. Bon, ma question est-il vraiment possible d'intégrer toutes les idées à la démocratie? Merci beaucoup. Ouh là là, question plus générale sur la démocratie. Une dernière, et puis la prochaine fois, je vous assure, on en prend 3 tout de suite au balcon. Derrière monsieur, oui, chemise bleue, allez-y.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Mon nom est Nicolas Tanguay-Leduc. Je viens de Montréal. Je suis décidément. 5e Canadien. Et j'étudie en droit de l'homme et action humanitaire. Vous avez beaucoup parlé de démocratie. Je voulais savoir si c'était possible aujourd'hui d'enlever la restriction pour les Canadiens qui vivent plus de 5 ans à l'étranger, leur remettre leur droit de vote, au fait. Parce que les Canadiens, à l'exception des diplomates et des militaires, les Canadiens qui vivent plus de 5 ans à l'étranger perdent leur droit de vote. Merci. Ah, intéressant, je ne savais pas ça. Monsieur le Premier ministre, alors cette tourne autour de la démocratie, alors on repart au Canada. Excellent. D'abord, l'idée du progrès. Comme j'ai dit, comme tu as répété, Kate, on sent que peut-être c'est plus le cas, que la prochaine génération a de meilleures réussites que la génération antérieure. Il faut comprendre que quand on regarde les statistiques de ce qui se passe dans le monde, et si vous êtes vraiment intéressé par ça, je vous recommande un livre extraordinaire que je viens juste de finir qui s'appelle Enlightenment Now de Steven Pinker. Et c'est sur les Lumières et sur cette idée de raison et d'humanisme et comment on doit l'appliquer dans nos réflexions. Je le recommande fortement. Le progrès est encore réel. Il y a aujourd'hui moins de guerres, moins de souffrances, les gens vivent plus longtemps, ils ont plus d'argent. On a un progrès réel de génération en général. Mais dans certains endroits où il y a des crises, ça ne tient pas le bout. Mais aussi, il y a un sentiment généralisé que ça ne tient plus. Il y a une anxiété qu'avec tous les changements que le monde est en train de nous amener, nos enfants, notre prochaine génération, ne va pas avoir plus d'opportunités, plus de profits, plus de réussite. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais l'anxiété est réelle et il faut savoir comment rassurer les gens. Et pour moi, la décision que nous avons prise en politique en 2015 et qu'on continue d'essayer de faire avec notre gouvernement, c'est de démontrer qu'en se rassemblant, en s'adressant de façon raisonnable et logique et basée sur les données et les faits dans nos politiques, on peut créer de la confiance, on peut créer des opportunités. Une des premières choses qu'on a faites en politique, on a baissé les impôts pour la classe moyenne et on les a augmentés pour les 1% les mieux nantis. Une des choses qu'on a faites dans notre premier budget, c'est d'amener des allocations pour des familles de classe moyenne et de bas revenus qui ont transformé la vie de ces familles-là. On parle de 500 $ par mois, 1 000 $ par mois, non taxables, qui a eu un impact extrêmement positif. Mais ce n'était pas des choses que les économistes pensaient nécessairement qui allaient aider. Et ce que ça a livré, c'était entre autres, un niveau de confiance et de création d'emplois au Canada qui nous amène à avoir le meilleur taux de croissance en 2017 de tous les pays du G7. On est en train de vivre parmi le plus bas taux de chômage au Canada depuis 40 ans. Notre plan est en train de fonctionner parce qu'on est en train de rassembler les gens et pas parce qu'on est en train d'exploiter des peurs ou de l'anxiété et qu'on fait des promesses sans savoir comment on va les livrer. Alors, pour moi, cette idée du progrès, c'est important de dire on est en train de progresser, mais l'anxiété fait qu'on ne le voit pas nécessairement et il faut contrer cette polarisation et cette division. Christian, l'idée du relativisme, est-ce qu'il y a des mal absolus? Est-ce qu'on devrait accepter toutes les idées qui sont bonnes dans une démocratie? Est-ce qu'on devrait avoir une liberté pure d'expression? On comprend qu'on n'a pas le droit de crier au feu dans un théâtre bien rempli. On sait, comme disait Oliver Wendell Holmes, que ma liberté de me balancer les bras arrête où ton nez commence. On doit, dans une société, avoir toujours des limites sur les libertés de chacun. Ma liberté de traverser sur un feu rouge est brimée dans une société, mais c'est une restriction que j'accepte facilement parce que je sais que les autres vont l'accepter aussi et je pourrais passer sur un feu vert sans avoir crainte de me faire rentrer dedans. Alors, évidemment, il faut
toujours chercher des limites. Quelles sont ces limites? Ben, pour moi, on se replie sur les droits fondamentaux qui sont toujours en évolution. Mais au Canada, on a une charte de droits et libertés qui garantit la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'être qui on est, l'égalité homme-femme, les opportunités et l'égalité pour les peuples autochtones, le multiculturalisme. Mais évidemment, ça évolue. En 1982, quand ça a été amené, on ne pensait pas au mariage gay, par exemple, comme étant un droit absolu, mais dans les années 2000, on l'a établi. On reconnaît maintenant que c'est un droit. Alors, il y a toujours des idées qu'il faut amener, mais pour moi, il faut les juger. Est-ce qu'on est en train d'accroître la liberté et défendre les droits de tous et chacun, ou est-ce qu'on est en train de les brimer? Et il y a des idées qui sont acceptées dans certaines cultures qui sont inacceptables, point. On pense à l'excision, par exemple. Inacceptable. Quel que soit le fondement religieux ou culturel, la mutilation génitale des jeunes femmes, on n'accepte pas ça, quelle que soit la religion. Alors, il faut savoir créer des lignes et dans une démocratie, dans une société libre, il faut empêcher un petit peu la tyrannie de la majorité aussi. Si la majorité de gens droitiers voulaient voter une loi qui allait opprimer les gens qui sont gauchers, ben, même si c'est la majorité qui le passe, ça ne serait pas acceptable. Alors, il faut faire attention dans une démocratie, toujours, à la tyrannie de cette majorité. C'est pour ça des déclarations de droits universels, des chartes des droits et libertés, c'est des outils essentiels. Mais oui, non, on n'accepte pas n'importe quelle idée dans une démocratie comme étant légitime, mais on défend le droit des gens de s'exprimer. Et finalement, c'est ça, le Canada et le vote étranger. Effectivement, pendant longtemps, et ça parce que le Canada n'a pas de... on est dans un système Westminster, donc chaque député représente un comté. Il n'y a pas de suffrage, il n'y a pas de vote pour un président ou un premier ministre. Donc, à cause de l'aspect régional ou en circonscription de notre vote, pendant longtemps, les gens ont dit, si tu es parti du pays pendant plus que 5 ans, tu perds ton droit de vote parce que tu n'es plus associé à un lieu géographique au Canada. Nous, on a changé ça. Dans les prochaines élections, vous allez avoir le droit de voter dans la dernière circonscription où vous étiez résident au Canada, même si c'était il y a 25, 30, 40 ans. Parce qu'on reconnaît que les Canadiens à l'étranger ont énormément apporté au Canada. 3 dernières questions, cette fois-ci au balcon. Mademoiselle, juste tout près du micro, et puis 2 autres personnes. Très vite. Allez, on enchaîne les questions parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est bien ça? On fait des grands signes. Allez-y. Hi, my name is Melissa Mazan. I am half Costa Rican, half French, 23 years old. I am in the Master's in Economics and Business. And my question was related to what you said at the beginning of the conference about a political trend of feeding on differences and oppositions and polarization and hate. And we, as you probably know, we recently had elections in Costa Rica, and we chose the opposite direction against all odds. And I don't think that's because we're particularly special or better than everybody else. I think that something must have happened, something different must have been done so that we didn't take the same as the general trend. And I wanted to know what you thought about it, and how can we learn from it globally. Thank you. Okay. Just on the left, yes. Ok, monsieur. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en master de gouvernance urbaine à Sciences Po. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, il y a un mouvement social très important dans ce pays, notamment un mouvement étudiant, puisque notre gouvernement, qui se veut progressiste, souhaite instaurer la sélection à l'université et notamment mettre davantage d'inégalités pour des classes inférieures qui n'auront pas accès à l'université. Et vous l'avez dit vous-même qu'ici à Sciences Po, nous sommes des privilégiés et on pense que c'est important que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement supérieur. Et donc beaucoup d'étudiants sont mobilisés et de ce fait sont engagés notamment dans des blocus et dans des occupations d'université.
D'accord, c'est une information. Maintenant, la question. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, parce que je pense que des étudiants engagés apprécieraient beaucoup de soutien de la part du Premier ministre du Canada, qui se dit aussi progressiste. C'est plus qu'une question. C'est une demande de soutien. Alors, merci. On passe à quelqu'un d'autre. Voilà, mademoiselle, tout en haut. Okay, good evening. My name is Mariana. I'm Mexican and I study human rights and humanitarian action. Okay. Mine is a follow-up question on a previous one, but on a more specific context concerning Canada's feminist foreign policy regarding Mexico. So, the activities of Canadian mining companies supported by Canadian diplomats have had severe impacts on Mexican indigenous communities like those in Chiapas. And in many cases, they largely affect the women of these communities. So my question is, what are Canada's efforts to address these issues in Mexico? Oh, cette fois-ci, on a des thèmes très, très différents. Voilà, je pense qu'on s'en tient là. Allez-y. Merci beaucoup. D'abord, Costa Rica, I just had the opportunity to speak with the new president of Costa Rica, who was supposed to come down to the Organization of American States Summit of the Americas in Lima, where I was just like 3 days ago. But he was unable to make it because he's busy forming his new cabinet. He's 38 years old. He is a progressive, forward-thinking, who was defending LGBT rights and women's rights in a society where there was a strong pushback both from the religious right and indeed the polls, as you sort of alluded to, had a very close race between a fairly hard right candidate and this new president who ended up winning. It ended up being far less close than people thought. There was a very positive choice made for a progressive young voice. And for me, it highlights a few things. First of all, change is surprising when it can happen quickly. I mean, you can have a society that is very much has done something a particular way for an awfully long time, whether it's before women had the vote or before gay marriages were recognized. It was just the way things always were. And then suddenly, in a couple of years from the change, you can almost not imagine that it was any other way. There is a rapidity of adoption of the right ideas or the progressive ideas or ideas that just recognize people's rights in a fundamental way that is really encouraging. And in countries like Canada or Costa Rica or many other countries, including France, where there is a tradition of respect for rights and freedoms, it can sometimes happen quicker. But I think we're seeing a positive trend of leaders and a generational change coming up and standing for the things that we've been raised with that are no longer the contest or the divisive issues that they would have been to previous generations. And I think it's a very, very positive sign. Par rapport à la situation des étudiants, écoutez, je ne veux pas m'immiscer dans la politique locale. Je comprends à quel point c'est important d'assurer que tous ont accès à une éducation de qualité. C'est un enjeu de droit, c'est aussi un enjeu d'opportunité. Différentes sociétés vont faire ça différemment et je respecte les dialogues et les choix politiques que les gens vont avoir à faire. Mais je pense que c'est aussi important de souligner que des étudiants qui se font entendre, qui veulent changer le système, quel que soit le sujet, c'est une bonne chose et ça devrait faire réfléchir et la société et les gens au gouvernement et les politiciens de voir si on ne peut pas faire les choses différemment pour rassurer les jeunes qu'on est en train de leur bâtir un avenir plus prospère. Mais ce n'est pas pour me pencher sur cette question-là sur laquelle je ne devrais pas m'immiscer. Et d'ailleurs, en tant que politicien québécois, je suis très conscient des champs de compétences à l'intérieur du pays et je ne vais certainement pas prendre position dans un débat interne qui est pour les Français à décider.
Finalement, a dernière question from Mariana on the Canadian feminist foreign policy. Yes, we have changed our development policy to focus on the most vulnerable, and particularly on women and girls in development aid. That is something that we're very pleased with, and that obviously is having a positive impact, particularly when we look at microfinancing to women's organizations in extremely underserved areas that have a huge positive leverage impact on this. On the issue of mining companies and specifically, we've recently passed legislation that creates an ombudsperson in Canada and imposes that any Canadian company needs to behave and abide by Canadian principles and Canadian rules wherever we are around the world. And there's always been a little bit of pushback against this who say, well, we'll be competing with, mining companies from countries that play by very different rules than Canada. But Canada wants to be in a raising of the levels, not a race to the bottom, and that's why we've moved forward on a level of corporate social responsibility for mining companies that I think will leave us all better off. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Je pense qu'on n'a pas tout à fait respecté la parité parce que plus de jeunes femmes se sont exprimées ce soir, d'où la possibilité de parler du féminisme. Et je peux vous dire combien c'était rafraîchissant d'entendre un dirigeant politique exprimer son féminisme et le crier à ce point. On a parlé de l'Inde, on a parlé des réfugiés, on a parlé de l'accueil aux migrants, de la démocratie, des droits fondamentaux. On a parlé vous avez fait allusion à la charte des libertés. Je pense qu'on a été quand même assez complet. On a même parlé des mouvements étudiants en France. Donc vraiment bravo et merci Monsieur le Premier ministre vous êtes exprimé aussi franchement et aussi spontanément avec les étudiants. Monsieur Millon va dire un petit mot. Un tout petit mot pour remercier à mon tour le Premier ministre très chaleureusement pour cet échange très, très vif et très vivifiant. Et pour lui remettre un tout petit cadeau de la part de Sciences Po, qui est la reproduction de la page de garde du dossier de votre père à Sciences Po, qui vous accompagnera pour votre retour.